l'argent que vous mettez dans les crèches, c'est autant d'argent que vous n'aurez pas à dépenser plus tard dans des accompagnements de situations qui seront peut-être compliquées. Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Voilà, il ne se passait pas grand-chose, si ce n'est qu'on attendait le retour du parent. Vous allez être entre 30 € par mois et 700 € par mois selon vos revenus. On tricote du lien. Et en tricotant du lien, on le tricote entre les enfants avec les professionnels et les parents entre eux. Jeunes parents, cet épisode est pour vous. Qui est ce père de famille qui s'est retrouvé à fonder le groupement de crèches associatives le plus important sur Bordeaux ? Quels sont les différents modes de garde qui existent aujourd'hui à Bordeaux et sur la métropole ? Comment choisir celui qui correspond le mieux à sa situation familiale ? Quel est le plus coûteux et le moins coûteux ? Avec le plus et le moins de financement ? Quand vous êtes dans une structure MAM, dans une structure micro, vous allez être plutôt aux alentours de 1 000 €. Quelle est la différence entre une crèche traditionnelle et une crèche associative ? Pourquoi ce modèle est-il si pertinent aujourd'hui ? En tant que parent, quels sont les éléments clés à considérer lors du choix d'une crèche pour son enfant ? Que ce ne soit pas les enfants qui aient à s'adapter à l'établissement, mais que ce soit l'établissement qui, dans le sens, s'adapte effectivement aux besoins des enfants. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur le podcast Frédéric Bildet. Il sera notre ambassadeur des sujets de la petite enfance, puisque fondateur et ancien directeur général de l'association Pitchoun, qui représente aujourd'hui plus de 250 places réparties sur plusieurs crèches. Ensemble, on plonge au cœur des défis et des réalités de la garde d'enfants au sein de la métropole bordelaise, du point de vue des parents, mais aussi des pros. On démarre cet épisode avec un rapide retour en arrière sur le parcours de Frédéric. Depuis ses débuts en tant que psychomotricien à Gambetta, jusqu'à la création de l'association Pitchoun. Historiquement, les crèches, elles viennent de ce que l'on appelait les pouponnières et gouttes de lait. Il nous partage les moments qui l'ont amené à se consacrer pleinement à la garde d'enfants, avec à l'aube de sa retraite un beau total de 6 crèches créées. Dans une deuxième grande partie, on fait le point sur la situation actuelle de la garde d'enfants à Bordeaux. Dans les guichets uniques, la ville ne va gérer sur le potentiel, disons, d'un peu plus de 5000 places d'accueil que l'on a évoqué tout à l'heure. Elle va n'en gérer que 2700. État des lieux du secteur, les principaux défis et difficultés auxquels font face les parents bordelais, les différentes options de garde disponibles, l'évolution des besoins des familles et comment les crèches se sont adaptées. On vous parle du guichet unique. Et ce guichet unique, c'est quoi ? C'est un endroit où les familles vont déposer une demande d'accueil. Et cette demande d'accueil, elle va être traitée par les mairies sur les structures qu'elles gèrent, elles, en direct. On discute des coûts, de l'accessibilité et des conseils pratiques pour les parents débutant leur recherche de mode de garde, avec toujours un accent mis sur la métropole et les moyens mis en place par la municipalité. Enfin, dans une troisième grande partie, nous abordons le sujet de la garde d'enfants du point de vue des professionnels de la petite enfance. Les professionnels, certes, ils attendent de la rémunération, ils attendent de la reconnaissance, mais ils attendent de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Les défis pour les pros sur la métropole et les prérequis nécessaires pour travailler dans ce secteur, la pénurie de personnel qualifié et comment est-ce qu'on l'explique. Frédéric partage sa vision idéale pour l'avenir de la garde d'enfants et nous partage quelques conseils pour ceux qui envisagent une reconversion dans ce domaine. Allez, on vous laisse mettre votre enfant à la sieste, on s'installe confortablement dans son cododo et c'est parti pour 1h30 d'immersion sur les sujets qui touchent à la garde de nos enfants chéris. Go! Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci de vous rendre disponible pour cet instant d'échange aujourd'hui donc sur Bordeaux Stories autour du sujet de la garde d'enfants au sein de la métropole bordelaise. Vous venez donc avec la casquette d'expert. Je sais que vous avez plein de choses à nous raconter sur le sujet. Donc c'est parti. Assez conventionnellement, on va démarrer par ta présentation, qu'on comprenne un petit peu. Voilà, ça remet le contexte. Frédéric, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire ton âge et nous dire quel poste tu viens de quitter ? Parce que je crois qu'il y a un changement de vie tout récent. Alors oui, je suis un jeune retraité puisque j'ai plus de 63 ans et que j'ai arrêté mon activité professionnelle le 31 décembre dernier. Avec quelle casquette ? Activité professionnelle qui constituait être directeur général de l'association Pitchoun, association que j'avais créée ou que j'ai créée puisqu'elle existe toujours et qu'elle est en pleine vie.
Quelle année? 37 ans, Il y a donc 37 en ans. 1986, voilà, avec l'ouverture de son premier établissement en 87. Ok, premier établissement qui était situé. Premier établissement qui était situé, et qui est toujours situé, place Gambetta, établissement qui, à l'époque, n'accueillait que 16 places, puisque, on en parlera pour la question de l'historique des créations des structures associatives, mais qui s'inscrivaient dans ce que l'on appelait autrefois les crèches parentales, et qui s'est développé à partir de Gambetta, dans l'immeuble d'abord, et puis sur la ville ensuite. Comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser au sujet de la garde d'enfants, de la petite enfance? Comment est-ce que tu es arrivé en fait là-dessus, quoi? Mais comme je disais, on parle de crèche parentale, j'y suis arrivé en tant que parent, c'est-à-dire que j'avais une activité qui était en lien avec la petite enfance, puisque moi je suis psychomotricien, Ça, c'est ta formation Ça, c'est ma formation initiale. J'ai été diplômé en 1982, et j'exerçais en tant que psychomotricien dans des institutions, que ce soit des institutions pour enfants ou pour adultes, et j'exerçais aussi en cabinet libéral. Et j'exerçais en cabinet libéral, justement, place Gambetta, sur un des niveaux de l'immeuble dont j'étais locataire. Et j'étais associé à l'époque avec une psychologue et une orthophoniste. Et en 86, ma première fille est née. Et donc, comme tout parent, je commence à m'intéresser et à rechercher un mode d'accueil pour cette petite Jessica qui venait de naître en juillet. Donc c'était déjà un sujet en 86, la garde d'enfants. Alors c'était déjà un sujet, bien sûr, et on était dans un environnement à l'époque, mais c'était le cas à Bordeaux, c'était le cas dans toutes les communes de France, dans un système de mode d'accueil qui était essentiellement géré par les municipalités, ce qu'on appelait les crèches municipales. Et donc, comme tout parent, j'ai commencé à m'inscrire sur des listes d'attente et à attendre qu'on veuille bien me proposer une place. À attendre. Place qui n'arrivait pas. Ouais. Et à tel point que je me suis dit, si on n'arrive pas à me proposer une place, peut-être que d'autres parents sont dans la même situation que moi, et donc je vais commencer à créer une association et voir si certains parents peuvent s'adhérer à cette association pour pouvoir réfléchir ensemble à la création d'une structure. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les crèches parentales, qu'est-ce que c'était ? En 1982, il y a une circulaire qu'on appelait la circulaire de Georgina Dufoy, qui a créé les crèches parentales. Et ces crèches parentales, ça consistait en quoi ? Justement, à privilégier l'initiative des parents. Quand tu dis à créer, c'est le statut qui a été créé en fait. Oui, ça, la c'était sur un mode associatif, et donc on laissait la possibilité à des parents qui le souhaitaient de créer leur propre mode d'accueil, qui était limité à 16 places. Et forcément, il fallait avoir quelques personnels qualifiés aux côtés des parents, mais les parents participaient pleinement à l'accueil et à la gestion de ces structures. Donc tu veux dire que c'était des parents qui pouvaient travailler la journée à la crèche, par exemple ? Alors, c'était des parents qui passaient, par exemple, moi je faisais l'ouverture, je faisais la fermeture, j'allais bosser entre-temps dans mon activité professionnelle, et certains parents pouvaient aussi ponctuellement donner un coup de main, et à côté de ça, il y avait effectivement quelques salariés. Nous, on avait déjà commencé à embaucher une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture, une éducatrice, mais l'activité était co-gérée par les parents et les professionnels. Donc ça a commencé comme ça, et donc en créant cette association et cette première crèche, tout de suite forcément on a été complet, et on s'est retrouvés nous-mêmes confrontés aux mêmes problèmes que toutes les autres structures, c'est-à-dire les listes d'attente. Voilà. Et donc cette activité de 16 places s'est transformée en 32 places puisqu'on a doublé la capacité d'accueil l'année suivante. Donc c'est toujours dans l'immeuble à Gambetta ? Oui, parce que alors on ne va pas refaire toute l'histoire, mais moi, mon cabinet, je me suis associé avec un médecin, donc on était 4, donc on a cherché un espace plus grand, donc on s'est installé rue du Commandant Arnoux,
à l'époque et en 87. Et donc, on a récupéré le cabinet dans lequel j'ai exercé, qui était juste au-dessus. Et petit à petit, on a grignoté comme ça l'immeuble au fur et à mesure que les locataires s'en allaient, et jusqu'à ce que l'immeuble soit complètement occupé et intégralement occupé par la crèche, puisque aujourd'hui, l'établissement propose 54 places. Voilà. Alors après, forcément, en 1990, il y a ce que l'on appelle le contrat enfant. C'est un premier contrat qui est signé entre la Caisse d'allocation familiale et les villes, en l'occurrence la ville de Bordeaux, qui commence à poser les bases d'un développement des modes d'accueil sur la commune, et qui a l'intelligence d'y associer aussi les initiatives associatives. Et donc, on peut enfin, par ce biais-là, du contrat enfance, bénéficier de financement de la Caisse d'allocation familiale, mais aussi et surtout de la ville de Bordeaux, qui, jusqu'en 90, ne nous subventionnait pas. Ouais, c'est une forme de reconnaissance, en fait. Oui, c'est une forme de reconnaissance, mais c'est aussi un principe de réalité. C'est que, il y a un secteur associatif qui commence à se développer, parce que ces initiatives parentales se sont aussi développées. Il n'y a pas eu que celle de Pitchoun, il y a eu d'autres. Dans d'autres villes ou oui. Sur d'autres métropoles? Non, dans d'autres. Mais non, dans toutes les villes du territoire, à Bordeaux notamment, il y a eu effectivement un développement de ces crèches parentales. Alors qui, avec ces contrats enfance et avec ces financements supplémentaires, ont pu se professionnaliser de plus en plus. Donc la participation des parents selon les projets a été plus ou moins importante, mais ce qui est important, c'est que les parents ont toujours été, les initiateurs des projets et surtout ensuite les gestionnaires. C'est-à-dire que les associations sont à gestion parentale, c'est-à-dire que les parents sont membres du conseil d'administration des associations. Chez nous, aujourd'hui, on a 20 membres du conseil d'administration. Et les 20 membres du conseil d'administration sont des parents ou des anciens parents qui ont fréquenté nos établissements. Donc c'est une véritable garantie aussi pour les familles que l'intérêt de l'enfant et la prise en charge des besoins des parents soit réfléchi au plus près des intérêts en fait de l'enfant, des parents, de la famille. De la réalité. Alors toute la complexité, c'est qu'effectivement, l'intérêt de l'enfant n'est pas forcément celui du parent. Donc il faut qu'on essaye de skier un peu en parallèle comme ça, avec un pied dans l'intérêt de l'enfant et un pied dans le... Ah, mais les enfants, ils ne sont pas au conseil d'administration. Alors, ils ne sont pas au conseil d'administration, mais c'est quand même eux qu'on accueille. Et donc, c'est eux qui restent la priorité et qui restent l'essentiel de notre objectif dans l'accueil. Alors forcément... c'est pas l'enfant qui sonne à la porte pour être accueilli, mais et donc il faut qu'on prenne en considération les besoins des familles. Et ces besoins des familles, depuis 30 ou 40 ans, ils ont énormément évolué. Et donc, autrefois, pour avoir son enfant accueilli en crèche, il fallait que les deux parents travaillent. Aujourd'hui, la question du travail est complètement secondaire. Vous avez tout un tas d'autres demandes, d'autres situations. Vous avez des accueils de familles aussi qui ont des diversités sociales, culturelles, etc. Donc toutes ces demandes-là, vous avez des familles monoparentales, vous avez des familles homoparentales, et toutes ces familles-là, elles ont des demandes spécifiques qu'on a besoin de servir, d'entendre et de prendre en considération. Et ça va être quoi, par exemple, pour donner un exemple très concret, entre, tu vois, en fait, il y a le schéma peut-être de la famille en 1987, où il y a les deux parents qui travaillent avec les deux petits-enfants, et la famille de 2024, où c'est une femme seule avec sa petite-fille, par exemple. Ça peut être quoi la différence de besoin ? La différence, c'est qu'on va peut-être être amené à faire tout un travail autour de l'insertion, autour de la prise en considération de personnes qui sont en stage ou en formation, ou qui ou changent de profession. Donc toute cette mutation qui est au niveau professionnel fait qu'il faut qu'on arrive à couper ce cercle vicieux qui fait que pour avoir un mode de garde, il faut avoir un emploi, et pour avoir un emploi, il faut avoir un mode de garde. Donc la question aujourd'hui
de l'insertion, de l'accompagnement, de tout ce qu'on appelle le soutien à la parentalité, c'est-à-dire proposer aussi des moments de break pour les familles qui ont besoin d'avoir des temps de respiration ou des temps sociaux, comme on dit, c'est-à-dire à côté du travail, pouvoir aussi s'occuper de soins ou faire autre chose et pouvoir prendre les relais auprès des enfants. Vous avez tout un tas de situations, surtout à Bordeaux, où vous avez des allers-retours, des flux professionnels. Vous avez des gens qui s'installent sur Bordeaux, il y en a qui quittent Bordeaux et qui donc nécessitent aussi qu'il y ait une certaine réactivité dans la façon dont on va pouvoir les prendre en charge. Et puis, vous avez des situations qui vont nécessiter tout un travail d'accompagnement, de prévention, voire de protection de l'enfant, qui vont nécessiter aussi que des relais puissent se passer aussi entre le parent et l'institution, en lien souvent avec d'autres institutions d'accompagnement, qui peut être la PMI ou qui peut être des services sociaux, qui vont nécessiter là aussi qu'il y ait un travail de collaboration qui se fasse et qui permette d'accompagner les parents dans leur fonction parentale, justement. D'où la nécessité d'être en lien complet avec ces familles et que c'est une garantie finalement. Concerné. C'est une garantie finalement que d'avoir, pour bien conserver ce lien, que d'avoir des parents au conseil d'administration, d'avoir cette structure qui est très centrée autour de la famille, du ou des parents, de l'enfant. Ouais. Oui, alors c'est important, mais en même temps, c'est ce qui peut fragiliser une association. C'est que si effectivement les parents ne se mobilisent pas ou ne sont pas suffisamment investis et utilisent le mode d'accueil comme des consommateurs, disons, d'un mode d'accueil, là, il y a un risque pour les associations de perdre toute leur pertinence et toute... Parce qu'on n'est plus en mesure d'offrir le service nécessaire et ou attendu, notamment. Oui, et puis, si vous voulez, les associations, elles s'imprègnent des demandes des parents, c'est-à-dire elles tirent leur légitimité de la connaissance des besoins, des situations. Et donc, les associations sont un petit peu les porte-voix des familles et vont faire remonter les besoins, tant au niveau de la caisse d'allocation familiale ou des services des mairies, vont venir enrichir cette expertise du terrain, de la connaissance des quartiers, et vont permettre d'ajuster des réponses. Les associations, elles ont été les premières, disons, à faire évoluer les modes d'accueil. Et elles se sont... Ça a participé à faire bouger les choses, quoi, tu veux dire, c'est ça ? Ben oui, parce que, je disais tout à l'heure qu'autrefois, il fallait que les deux parents travaillent pour qu'ils aient un mode d'accueil, mais il n'y a pas si longtemps, enfin, quand je parle de ça, c'était il y a 40 ans, c'est pas si vieux, dans les crèches, les parents ne rentraient pas. Il y avait des sas où on laissait son enfant, on déshabillait l'enfant, on le réhabillait, on lui remettait une tenue de crèche. Et on ne mettait pas un pied dedans, quoi. Et voilà. Et les enfants, on les mettait dans des chaises hautes, et puis il ne se passait pas grand-chose, si ce n'est qu'on attendait le retour du parent. Bon, j'exagère un peu, mais c'était pas très loin. Non, mais c'était là, en tout cas la philosophie, quoi. C'était, tu l'as dit tout à l'heure, tu parles de mode de garde, nous on parle plutôt de mode d'accueil, et donc ça change vraiment dès lors qu'on emploie un terme d'accueil, c'est autre chose que simplement de la garde d'enfants. Donc toute cette dynamique qui a été portée par les associations, mais qui a aussi été portée par tout un tas de courants aussi pédagogiques qui ont commencé à nous faire entendre et comprendre que le bébé était une personne et qu'on pouvait... Ouais, c'était moins le cas il y a 40 ans, j'imagine, par rapport à aujourd'hui, quoi. En tout cas, les projets d'établissement étaient plus des projets sanitaires que des projets pédagogiques ou des projets éducatifs. Donc, faut garder l'enfant, on le garde, quoi. Et point. Mais bon, moins en fait de son éducation. Parce que historiquement, les crèches, elles viennent de ce que l'on appelait les pouponnières et gouttes de lait.
Donc ça date de la loi hospitalière, mais bon, des années 70. Mais il y avait simplement besoin de garder l'enfant parce que le parent travaillait. Et donc, progressivement, toutes les structures après, je ne dis pas que c'était la spécialité ou la panacée des associations, mais les associations, elles ont fait rentrer un petit peu le parent, elles ont fait rentrer aussi cette notion que le parent était le premier éducateur de son enfant. Et qu'à partir de là, on ne pouvait pas se couper de cette réalité, on ne pouvait pas se couper de cette richesse que nous apportait le parent avec son enfant. Et que donc, de lui dire, écoutez, passez cette ligne, c'est nous qui prenons en charge et le parent, vous revenez dans 8 heures, ça n'était juste pas possible. Donc les structures, les crèches parentales, les structures associatives, elles ont remis le parent au cœur de la prise en charge de l'enfant en considérant que le parent était effectivement le premier éducateur de leur enfant et qu'il fallait qu'on travaille avec lui et qu'on fasse ce que l'on appelle aujourd'hui de la coéducation, c'est-à-dire que effectivement le parent passe un relais à des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants, mais il est constamment présent dans l'accompagnement de son enfant. Donc les crèches, en fait, comme Pitchoun, les crèches associatives, ont largement, participé à cette évolution un peu des mentalités et du mode qui était plus simplement de la garde, mais de l'accueil. Elles ont accompagné l'évolution des familles, puisque aujourd'hui, on met un S à famille. Il y a différentes formes. Aujourd'hui, une famille peut prendre différentes formes. On ne parle pas de la famille, on parle des familles. Et donc, elles ont apporté cette diversité, elles ont apporté cette richesse, cette mixité sociale qui, aujourd'hui, qu'on rencontre dans toutes les structures associatives comme oui, qui est un point prépondérant. Je pense qu'on le voit, ne serait-ce qu'au niveau des grilles, en fait, quand on va déposer un dossier en mairie, il y a des critères qui... Tu parlais tout à l'heure du travail. Avant, il fallait que les 2 parents aient un boulot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein d'autres critères, j'ai l'impression, qui rentrent en compte. Oui, alors après, oui. Bon, mais ça, c'est des critères qui vont être spécifiques à telle ou telle commune, qui va mettre en avant les conditions, disons, de... Les conditions peuvent changer suivant les communes ? Oui, il y a des communes qui vont inscrire leur politique petite enfance et qui vont mettre en avant certaines priorités, mais... sur lesquels, globalement, moi, je vois pas, je ne me sens pas en opposition, puisque, effectivement, ça reste quand même aussi lié autour de cette notion d'accompagnement, d'insertion, de mixité sociale, d'accompagnement de la précarité parfois. Donc, c'est important que aussi tous les enfants puissent avoir accès à un mode d'accueil. Donc ça, c'est l'idéal. Alors, non seulement que tous les enfants aient accès à un mode d'accueil, mais que les parents puissent aussi avoir le choix de leur mode d'accueil. Parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a différents types de modes d'accueil. On les évoquera. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de permettre à la fois un choix aux parents et aussi une solution, une situation adaptée d'accueil à l'enfant, puisque autant de familles, autant d'enfants aussi différents. Ok. Donc Pitchoun en 87, si on en revient un petit peu entre 87 et début 2024, aujourd'hui c'est combien d'établissements ? Alors aujourd'hui c'est 5 établissements qui sont aujourd'hui des gros établissements, puisque la plus petite capacité d'accueil est 54 places et la plus grande est de 60, donc ça représente un nombre assez important de places sur Bordeaux, mais... justement, tout le challenge, c'est que quand on arrive dans une crèche Pitchoun, on n'est pas l'impression qu'on rentre dans une grosse structure. Et donc, là aussi, on parlait tout à l'heure de pédagogie, tout le travail et toute la pédagogie qu'on va mettre en place dans nos établissements va être une pédagogie qui va être dans un accompagnement le plus singulier de l'enfant. C'est-à-dire que l'on puisse... travailler en petits groupes, qu'on puisse aménager les espaces au plus près des besoins des enfants, que ce ne soit pas
les enfants qui aient à s'adapter à l'établissement, mais que ce soit l'établissement qui Dans l'autre sens. s'adapte effectivement aux besoins des enfants. Et donc tout cet accompagnement va être mis en place, forcément au quotidien. L'enfant y grandit, donc l'établissement il doit aussi évoluer et l'accompagnement aussi s'adapter à chaque situation. On a largement le temps de demander à l'enfant d'être dans les clous quand il va arriver à l'école. Donc à la crèche, on lui fiche la paix. On lui fait en sorte que Ils prennent du bon temps. il prenne du bon temps et qu'il se développe à son rythme, et que s'il marche pas à 1 an, c'est pas grave. Si il est pas propre à 18 mois, c'est pas grave. On n'a jamais verra. vu un enfant sortir de crèche sans savoir marcher ou sans savoir parler. Donc on prend le temps. Et ce temps-là, bien effectivement, c'est la richesse de notre travail, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait rien. On est avec l'enfant, on est EST, on ne fait pas, on est avec l'enfant. Et donc cet accompagnement-là fait que on reste disponible, on est dans une observation fine qui va permettre que on soit capable d'adapter, d'ajuster auprès de chaque enfant la bonne réponse, le bon comportement. Donc en fonction de son rythme. Oui, et en fonction aussi de sa lecture de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important que les personnels soient qualifiés et qu'ils aient une compétence dans cet accompagnement de l'enfant. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi ou de standardiser des accueils. On y reviendra après justement sur les compétences des professionnels. Donc voilà, donc l'important aujourd'hui, c'est quand un parent arrive dans une structure, dans une crèche pitchoun, c'est qu'il ait l'impression qu'effectivement, il va être pris en considération en tant que parent et que son enfant va être considéré comme un enfant unique. Okay. Et à partir de là, cet accueil individuel dans un collectif, c'est tout le challenge de nos projets. Est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, donc les crèches pitchoun, il y en a une à Gambetta, une à Codéran? Alors, il y en a une à Gambetta de 54 places, il y en a une à Codéran de 54 places, il y en a une rue Jean Audin qui est dans le quartier David Johnston de 54 places, il y en a une à la Bastide, rue de Nuit de 54 places, et puis il y a une structure, Cours de la Somme, qui accueille 60 enfants. Et donc, il y a une prochaine crèche en gestation qui devrait ouvrir ses portes en 2024, qui, elle, accueillera aussi 60 enfants. Ok, très bien. Près de la rue Mounera. Très bien. On referme cette longue introduction et on ouvre le premier gros chapitre de cet échange qui est celui donc de la garde d'enfants à destination des parents. Et je voudrais que tu nous donnes ton point de vue en quelques mots sur, donc à titre un petit peu d'intro, sur la situation actuelle justement de la garde d'enfants au regard des dernières actualités pour les parents à Bordeaux. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est assez compliquée, je crois, ou plutôt fluide de ton point de vue? Quand on est parent, faire garder son enfant à Bordeaux aujourd'hui? Alors, forcément, faire garder son enfant ou trouver un mode d'accueil pour son enfant, à Bordeaux comme ailleurs, ça va être compliqué. Mais j'allais dire, c'est peut-être moins compliqué à Bordeaux qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réelle ambition, et il y a un réel investissement de la part de la ville de Bordeaux en matière de petite enfance. C'est indéniable. Mais on part de loin. Et donc, effectivement, il y a un retard progressivement à rattraper. Le besoin, il reste quand même important, mais si on regarde en termes d'offres, il est à peu près couvert à 75%. Donc, c'est quand même pas mal au regard d'une moyenne qui va être plutôt entre 50 et 60%. Moyenne nationale ? Oui, moyenne nationale ou même moyenne départementale. Mais aujourd'hui, il y a quand même un réel investissement et un réel effort qui est fait par la ville pour développer et qualitativement et quantitativement, c'est important,
qualitativement les modes d'accueil. Donc, Cette dynamique, elle s'est accélérée avec l'arrivée de Pierre Urmic ou par rapport aux années Juppé, comment tu as vu le truc évoluer? Alors, il y avait des engagements qui avaient été pris par l'ancienne municipalité, mais il y a vraiment, en tout cas au niveau associatif, puisque moi je parle un peu pour ma paroisse, mais il y a un réel engagement et il y a un réel soutien de la part de la nouvelle équipe municipale, effectivement, en direction des associations. Et ça, c'est important de le souligner et de le pointer. Parce que on peut dire quand ça va pas, mais il faut aussi dire quand ça va. Et de ce côté-là, sincèrement... ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Bon, maintenant, c'est vrai qu'un parent qui va m'entendre dire ça va dire « Ah oui, mais moi, ça fait X temps que je suis sur les attentes, j'ai toujours pas de solution, etc. » Alors c'est vrai, il y a, on disait, 25% grosso modo des places qui ne sont pas encore couvertes. Mais il y a, si vous voulez, tout à l'heure, je parlais des choix des modes d'accueil. Il y a une diversité de modes d'accueil qui fait que tout le monde ne va pas forcément, effectivement, s'il souhaite une collectivité, ne va pas forcément trouver une place en crèche collective. Donc, effectivement, il y a d'autres types d'accueil à côté, qui sont les modes d'accueil, ce qu'on appelle individuels, c'est-à-dire les assistantes maternelles ou les maisons d'assistantes maternelles, les MAM, qui sont des solutions aussi qui sont proposées. Ça, c'est ce qui existe sur Bordeaux aujourd'hui. Donc, en termes de solutions de mode de garde. Oui, alors, mais sur Bordeaux, comme sur toutes les communes, on va avoir des structures collectives qui vont être soit gérées par les municipalités en direct, soit gérées par des gestionnaires privés sur des modes que l'on appelle de délégation de services publics, où c'est des structures qui appartiennent à la ville, mais qu'elle donne en gestion à un partenaire privé ou associatif. Et puis, vous avez les crèches associatives qui, elles, sont 100% collectives, mais 100% privées, au sens que elles dépendent de la loi de 1901, et donc c'est une morale de droit privé, mais qui n'ont pas de démarche lucrative, disons, dans leur... À la différence des acteurs privés que tu citais précédemment. À côté de ça, il y a effectivement, dans les modes d'accueil collectif, il y a aussi les modes les crèches qu'on va dire privées, effectivement, qui sont gérées par des entreprises dites de crèches, et qui, elles, sont, avec une orientation, effectivement, et une recherche lucrative. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Mais si vous voulez, donc dans ce... Ça, c'est sur le collectif. Alors, dans ce collectif-là, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui les micro-crèches, qui sont des petites structures collectives qui sont de 12 places et qui, elles aussi, peuvent, se développent beaucoup. Qui sont gérées majoritairement par des structures, là aussi, privées, ou associatives ou lucratives, mais qui, alors on va rentrer un peu dans les détails, qui ne bénéficient pas des mêmes financements que les crèches collectives. Ça coûte plus cher, c'est ça? Alors oui, en fait, il y a un mode de financement qui est différent, parce que dans le cadre des structures collectives, on va être sur un mode de financement qu'on appelle la prestation de service unique, c'est-à-dire où là, il y a un financement CAF qui vient en atténuation du reste à charge pour les familles, alors que quand vous êtes sur des micro-crèches, comme sur des assistantes maternelles, comme sur des maisons d'assistantes maternelles, des MAM, là, vous êtes sur un mode, ce qu'on appelle PAGE, c'est-à-dire prestation d'accueil du jeune enfant, où là, c'est directement payé par les familles, mais qui, elles, vont se faire tourner une partie par la caisse d'allocation familiale. Donc, dans un cas, c'est directement déduit, parce que c'est versé à l'établissement, c'est déduit en reste à charge pour les familles. Et dans un autre cas, c'est la famille qui fait l'avance, et c'est la CAF qui ristourne une partie à la famille. La seule différence, c'est que quand vous êtes dans une crèche collective, votre tarif, il est calculé en fonction de vos revenus. Quand vous êtes dans une crèche PAGE, disons, c'est-à-dire ou une micro-crèche ou une assistante maternelle, là, c'est le même tarif pour tout le monde. Donc, c'est à l'heure, c'est ça? Alors, oui, c'est à l'heure, mais vous allez arriver sur des coûts qui vont être, grosso modo, des forfaits de SMIC horaire. Donc, on va être sur
sur des coûts. Si on regarde, si vous êtes sur une crèche collective, vous allez payer entre 16 centimes de l'heure et 3,71 € de mémoire de l'heure selon vos revenus. Donc vous allez être entre 30 € par mois et 700 € par mois selon vos revenus. Donc ça reste quand même assez, Il y a un bel écart entre les deux. Et ajusté, disons, à la situation des parents. Quand vous êtes dans une structure MAM ou dans une structure micro, vous allez être plutôt aux alentours de 1 000 €. Alors après, derrière, vous avez la restitution page, mais vous n'allez pas être au tarif le plus bas qu'aujourd'hui posent les crèches. Donc ça, c'est bien, c'est une de mes questions justement qui allait suivre, mais en gros, le collectif, si on doit caricaturer un peu et forcer le trait, le mode de garde collectif coûte moins cher à un parent qu'un mode de garde qu'on appelle dit individuel. Alors, il va coûter moins cher à un parent, surtout s'il a des revenus bas ou moyens, disons. Bon, après, encore une fois, et c'est ce que nous, on essaye de demander au niveau de l'ACEP, là, qui est l'association de collectifs d'enfants, parents et professionnels dont je suis président sur le Sud-Ouest, mais c'est qu'il puisse y avoir le même financement pour tous les modes d'accueil. Et qu'effectivement, on revient à la question tout à l'heure du choix, c'est-à-dire que le choix du parent ne soit pas fait simplement pour des critères économiques. Ouais. Et que donc, pouvoir aller chez une assistante maternelle ou pouvoir aller dans une MAM ou dans une micro, si on a des petits revenus, c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir aussi avoir accès à tous les modes d'accueil au même prix. Et assez spontanément, là c'est ton expérience qui doit parler, mais assez spontanément, les parents, ça va vers quelle préférence en termes de mode de garde? S'ils devaient avoir le choix, tu vois, si on exclut justement le critère économique ou pratique parce que j'ai la structure à côté, mais qu'est-ce qu'on observe? Alors bon, moi je suis plutôt objectivement au niveau des modes d'accueil collectif, donc mais je pense que les parents, ils préfèrent un accueil collectif parce qu'ils ont l'impression que l'enfant ne sera pas tout seul avec une personne et qu'il y aura toujours un regard tiers qui viendra un petit peu alerter s'il y a tel ou tel problème. Ils considèrent aussi que la collectivité, ça va peut-être être plus stimulant ou ça va préparer à l'école, comme on entend. Sécurité et développement, quoi. Oui, mais alors que, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'un accueil chez une assistante maternelle qui est disponible, présente, attentive, l'enfant va se développer pareil, va être accompagné aussi bien, pareil dans une MAM ou dans une micro. Ça va dépendre beaucoup des gens, plutôt que des structures qui accueillent l'enfant. Bien sûr. Mais c'est vrai que il y a cette attente des fois. Alors c'est pour ça que l'idéal pourrait être, on pourrait considérer, mais ça dans un monde idéal, mais que peut-être dès le premier âge, l'enfant puisse être accueilli sur un mode individuel, c'est-à-dire plutôt vers une assistante maternelle ou vers une plus petite structure, et qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il va vers du collectif, qui va être effectivement, parce que aucun mix, quoi, finalement. Oui, parce qu'un enfant va commencer un peu à s'intéresser à ses congénères à partir d'un an, un an et demi. Donc avant, ça reste quand même un accompagnement très, très maternant. Alors que tu peux, en structure collective, accueillir, c'est quoi, à partir de 3 mois, 6 mois? À partir de 2 mois, à partir de la fin du congé maternité. Mais ça se fait aussi bien dans les collectivités. Il ne faut pas non plus... bien sûr, bref. Mais l'intérêt, par exemple, dans nos structures, je parlais tout à l'heure de 54 places, dans l'espace des bébés, il va y avoir 10, 12 bébés. Il ne va pas y avoir plus. Donc, on reste quand même dans des accompagnements. Oui, il ne faut pas imaginer une grande pièce avec 54 bébés alignés les uns à côté des autres. Je parlais tout à l'heure des accompagnements les plus individualisés ou les plus singuliers. On reste dans des accompagnements qui restent quand même très proches des besoins de l'enfant et du bébé. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de la question des offres de places, effectivement, il y a à peu près 2700 places en crèche sur Bordeaux, me semble-t-il. Il y en a un peu plus de 2000 en structure individuelle, disons. Donc, effectivement,
il faut pas, à part la question du coût dont on a parlé, mais il faut pas s'inquiéter si on est accueilli dans une micro-crèche ou dans une MAM ou chez une assistante maternelle, ça va bien se passer aussi. À situation équivalente, si on prend deux familles avec la même constitution, le même niveau de revenu, qu'est-ce qui va être le plus facilement accessible sur Bordeaux et la métropole? C'est quoi le mode de garde pour lequel on va avoir le plus de facilité en termes d'accès, tu penses? Et le plus de chance? On a aujourd'hui, alors sur Bordeaux, mais là aussi c'est le cas dans beaucoup de municipalités, il y a ce que l'on appelle le guichet unique. Et ce guichet unique, c'est quoi? C'est un endroit où les familles vont déposer une demande d'accueil. Et cette demande d'accueil, elle va être traitée par les mairies sur les structures qu'elles gèrent, elles, en direct, ou avec lesquelles elle est en conventionnement. Bon, par exemple, Pitchoun, nous, on est en convention avec la ville de Bordeaux qui nous subventionne. Et à ce titre, on met... Donc le point d'entrée pour les pitchouns, ça va être le guichet unique. Bien sûr, et on met au pot, disons, nos places qui vont être co-gérées par la ville et mis à la disposition des familles. Mais ce guichet unique n'intègre que les crèches municipales. À tout ce qui est un lien en direct, en fait. Les crèches subventionnées, associatives sous subvention, et ce que l'on appelle les SAF, c'est-à-dire les services d'accueil des familles, c'est-à-dire un regroupement d'assistantes maternelles qui, elles, sont directement gérées par les mairies. Et à ce titre-là, elles vont bénéficier du tarif crèche. C'est-à-dire, même si vous êtes chez une assistante maternelle liée à une crèche familiale, ce qu'on appelle les crèches familiales qui sont reliées et gérées par les mairies, vous bénéficiez du même tarif de collectivité. Alors pas que c'est individuel. Si vous êtes chez une assistante maternelle libre, D'accord. Libre, indépendante, ou dans une MAM. Donc c'est pour ça que dans les guichets uniques, la ville ne va gérer sur le potentiel, disons, d'un peu plus de 5000 places d'accueil que l'on a évoqué tout à l'heure, elle va n'en gérer que 2700, qui sont ces places-là. Mais à côté de ça, il y a une autre offre. Une autre offre qui sont les assistantes maternelles libres, qui sont les maisons d'assistantes maternelles, où là, les familles ont à faire leur démarche individuellement. Enfin, pour contacter ces structures, à chaque fois, c'est du cas par cas. Il n'y a pas ce système de guichet unique comme on peut avoir en fait pour le public. Aujourd'hui, le guichet unique, il est réservé aux places que la ville finance et supporte. Donc cette partie plus privée, si moi, en tant que parent, je veux trouver une garde auprès d'une assistante maternelle, par exemple, il faut que j'aille en gros. Alors l'information est donnée. Non, mais attendez, l'information est donnée. C'est-à-dire que quand vous allez à la mairie, on vous dit, bon, le guichet unique, vous vous inscrivez en liste d'attente sur tel et tel, et vous avez 3 choix d'établissements à faire. Bon, donc vous pouvez choisir des associations, des municipalités, une crèche familiale. Mais on vous dit aussi qu'à côté de ça, il y a des structures associatives ou privées en micro-crèche. La mairie, via le guichet unique, oui, elle donne les informations, bien sûr. Donc le parent a ces informations. Mais effectivement, si le parent souhaite absolument une collectivité, ça va réduire effectivement son choix, parce que l'offre de collectivité va être moindre, puisque grosso modo, on a vu qu'on était à peu près entre les structures dites collectives, subventionnées ou financées par la prestation de services CAF, on est sur 2700 places, et on a pratiquement autant de places qui sont sur le réseau individuel, disons, qui sont soit les assistantes maternelles libres, soit les maisons d'assistantes maternelles, ce qu'on appelle les MAM, soit les micro-crèches. Voilà. Donc c'est pour ça que sur une offre de 5500 places, on va dire, on est à, moitié géré par le guichet unique et l'autre moitié en recherche individuelle. Ok. Et si donc je me remets encore dans la peau du parent, je veux aller voir un petit peu je choisis, on va démarrer avec l'accueil collectif. Je choisis d'aller voir un peu ce qui se passe dans les 3, 4, 5 crèches qui est autour de chez moi. C'est mon premier enfant.
qu'est-ce que, selon toi, à quoi je dois faire attention? Tu vois, lors de cette visite de la crèche, c'est quoi les petits points d'attention sur lesquels je dois me concentrer, les choses qui doivent me faire tiquer? Alors, ce qui est important quand... et ça devrait être ce que va rechercher le parent, ça doit être aussi la même préoccupation pour les professionnels. C'est-à-dire que... Oui, mais là, c'est le côté très pratique qui parle, quoi. Le côté pratique, c'est d'abord de se sentir bien accueilli en tant que parent. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un personnel qui vous reçoive, qui vous accueille. Tu sens que le personnel est disponible, quoi. Alors, attention. Tu dois sentir. Oui, mais souvent, quand on arrive dans la crèche, on est déjà inscrit. Donc, on ne fait pas de visite préalable. Alors on peut aller sur les sites des différentes structures pour voir quel est leur projet, voir les photos, voir les présentations, etc. Mais souvent, quand vous arrivez en crèche, quand le parent arrive en crèche, c'est la crèche qui l'a choisi. Et donc, il est inscrit dans cet établissement-là. Donc, j'allais dire, le choix est déjà joué. Bon. Mais, ceci étant... quand on est dans une structure collective, ce qui est important, c'est effectivement les lieux, mais aussi les personnels. Vous pouvez être dans des lieux qui sont hyper clean, super modernes, tout en couleur, etc., avec un personnel qui est complètement à côté de la plaque. Et puis d'autres endroits qui vont être peut-être un peu moins fun ou un peu moins avec un personnel, mais vous allez avoir vraiment un personnel investi, disponible, à l'écoute, etc. Et moi, je préfère ce type parce que, en fait, comment dire, quand on accueille un enfant, un professionnel, on ne fabrique rien, on ne produit que de la relation, on n'est que dans du lien. Donc, ce qui est important, c'est comment ça match avec le personnel que j'ai en face de moi. Est-ce que le professionnel va être disponible? Est-ce qu'il va être à l'écoute? Est-ce qu'il va être dans l'empathie? Je trouve que c'est déjà un très bon paramètre effectivement intégré. C'est que finalement, si on résume un peu la chose, c'est l'humain et le matériel. Mais faites attention quand même à regarder davantage l'humain, peut-être avant le matériel. Parce que le matériel, c'est ce qui va claquer là tout de suite. Mais des fois, il vaut peut-être mieux qu'on ait un personnel en nombre suffisant, en qualification satisfaisante, parce que c'est quand même cette relation-là qui va se passer avec l'enfant. Alors l'enfant, s'il est dans un espace où forcément la peinture date un peu, alors on va respecter les conditions d'hygiène et de sécurité, c'est le minimum bien sûr, mais bon. Mais c'est intéressant parce que dans notre... il vaut mieux quand même sentir que... Tu vois, dans notre manière de consommer, en fait, en général, si je dis que je viens consommer un mode de garde comme je consommerais, je vais acheter une voiture ou une maison, par exemple. Ce qui nous permet d'appréhender, de se faire un premier point de vue, un premier avis, très souvent, c'est quand même le visuel. Tu vois, quand tu visites une maison, quand tu vas acheter une voiture, c'est ce que tu vas percevoir, ça passe surtout par les yeux. Et finalement, la crèche, ou en tout cas le mode de garde, a cette particularité que, attention, il faut quand même prendre le temps d'aller au-delà. Et ce qui va avoir le plus d'importance après pour son enfant, c'est davantage donc l'humain et la relation qui va naître avec le personnel. Et finalement, la peinture et la vétusté du mobilier, entre guillemets, c'est peut-être plus du second plan. Il peut y avoir des vices cachés. Bon, ceci étant, à côté du parent, du professionnel investi, engagé, disponible à l'écoute, il va falloir aussi voir qu'est-ce qu'il y a comme projet derrière. Projet éducatif, pédagogique, c'est ça tu veux dire? Oui, projet d'accueil. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer à l'enfant, comment... Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ça, c'est souvent des choses qui sont présentées, expliquées lors des périodes dites de familiarisation, puisque effectivement, l'enfant ne déboule pas comme ça du jour au lendemain. Comme s'il prenait un nouveau job. À la crèche, comme il pourrait faire à l'école. Mais bon, il y a un temps d'adaptation qui est proposé aux familles, et c'est justement ces temps-là qui vont permettre
à la famille de découvrir en même temps que l'enfant, de découvrir la crèche, ce qui s'y passe, les temps d'activité, les temps d'atelier, les temps de repos, les temps de repas, voilà. Et donc ça fait aussi partie de ce que va expliquer la directrice aux parents. Quand elle va rencontrer, elle va expliquer le projet, comment on envisage et comment on accompagne l'enfant. Et un projet pédagogique pauvre, entre guillemets, ça serait je récupère l'enfant le matin à 8h30, il joue un peu tout seul dans son coin, il va manger, il fait la sieste, il rejoue un peu tout seul dans son coin. Quand un projet pédagogique plus riche et plus évolué, ça serait on va apprendre à l'enfant de s'exprimer à travers les signes, il y a des ateliers peinture, il y a des salles de motricité, par exemple. Ouais. Mais les crèches ne sont pas forcément des lieux d'apprentissage. Alors, on peut parler, si on entend par apprentissage la notion d'acquisition, forcément, l'enfant fait des acquisitions tous les jours. Mais il n'y a pas de volonté... c'est pas le but premier. Voilà. L'activité n'est simplement qu'un prétexte à rencontrer l'enfant, à échanger avec lui, à lui proposer... À créer du lien, parce que tu disais. À créer du lien, mais à créer de l'éveil, à créer de la découverte. On s'en fiche s'il arrive à dessiner sa maison ou pas. Le principal, c'est qu'il ait pris du plaisir à découvrir des matériaux, la peinture. Bon. Et puis, des fois, les parents, ils sont étonnés qu'ils retrouvent leur gamin peint de la tête aux pieds. Et qu'est-ce qu'il a pu faire ? Justement, il s'est éclaté, quoi. Exploré l'outil peinture. Bon. Mais c'est la même chose pour tous les ateliers qui vont être proposés. Ça va être des ateliers plus d'éveil, ça va être plutôt des ateliers sensoriels qui vont permettre à l'enfant d'explorer. Et tu vois, tous les ateliers que tu cites là, c'est des choses concrètes qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme pédagogique. Oui, alors moi j'aime pas le terme de programme parce que ça sera l'école, ça, les programmes. Mais quand on parle de projet, oui, c'est essayer de proposer. On n'impose rien à la crèche. Si on propose à l'enfant, on lui propose de découvrir, de rencontrer, d'échanger. Mais s'il veut pas, il fait pas, ou il fera plus tard, ou il va prendre un peu de temps à découvrir, à voir que son copain finalement il prend du plaisir à faire ça. Bon, je vais peut-être aller voir aussi ce que moi je peux y trouver. Donc voilà, on prend le temps. Je reviens à ce leitmotiv. On prend le temps. Et puis on peut aussi ne rien faire. C'est bien de ne rien faire en crèche. On est bien, on est là. On est à l'écoute, on est disponible, on propose, mais ça va. Souvent les parents, quand ils arrivent en crèche, ils demandent alors qu'est-ce qu'il a fait ? Je redisais tout à l'heure, nous on est plutôt dans l'être que dans le faire. Donc on dit on n'a rien fait, c'était super. Donc il faut aussi s'autoriser à ne pas forcément toujours proposer des choses et des choses et des choses. Mais on en propose des choses en crèche, vous inquiétez pas pour ça. On propose plein de choses. Et dans les établissements, vous avez des pataugeoires, vous avez des salles de patouille, vous avez des salles d'activité, d'ateliers, des salles de motricité. On a plein de choses à proposer. Mais c'est s'ils veulent, s'ils le souhaitent. Voilà, il n'y a pas de programme. On y va tranquille, on y va au désir de l'enfant. On propose, on accompagne. Et ça, c'est un projet bienveillant. Okay. D'accompagnement de l'enfant. Non, mais c'est intéressant parce que ça peut justement donner des clés à des parents qui ne savent pas du tout ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait un mode de garde. Et je trouve qu'avec ce que tu t'exposes là, finalement, ça met du concret derrière. Et l'importance que les parents pénètrent les lieux. Parce que si le parent ne rentre pas dans la crèche, il ne peut pas voir ce qui s'y passe ou il ne peut pas lui aussi... découvrir ou échanger. Et souvent, quand le parent vient chercher son enfant à la fin de la journée, l'enfant a plein de choses à expliquer à son parent à sa façon. Il va lui amener un jouet avec lequel il a joué ou il va essayer de lui faire à sa façon aussi partager sa journée. Et ce qui est un peu dommage, c'est que tout ça, tu le découvres en fait une fois que tu as passé le guichet unique et qu'on t'a attribué de garde. On va dire qu'on va se mettre dans une configuration où voilà, toutes les crèches devraient faire ça. Enfin, je veux dire, c'est le minimum.
Le minimum, c'est de pouvoir effectivement être dans cette capacité de proposition, de disponibilité, d'accueil et d'ouverture. Bon, après, souvent, je pense que ce sera le point suivant par rapport au problème de professionnels, mais souvent, les établissements ne sont pas en capacité de vraiment rendre ce service à 100%, parce que il y a un manque de un sujet. Bon. Mais les projets des crèches, souvent, sont des projets qui vont dans ce sens-là, de proposer, d'accompagner, de ne pas imposer, de ne pas rechercher la production à tout prix, mais de rechercher simplement l'échange, la relation, la rencontre avec l'autre. C'est ça, on tricote du lien, Et en tricotant du lien, on le tricote entre les enfants entre eux, les enfants avec les professionnels et les parents entre eux. Souvent, le lieu d'accueil est aussi un des premiers lieux de socialisation pour les parents. Parce que, on parlait tout à l'heure à Bordeaux, il y a quand même beaucoup de nouveaux arrivants. Et souvent, la crèche, c'est le premier lieu aussi. Ah, c'est une façon de rencontrer. Où les parents vont tricoter du lien. Et donc, tout le challenge d'une collectivité, quelle qu'elle soit, mais dans les crèches en tout cas, puisque c'est le premier lieu, c'est un lieu de grand tricotage. On tricote avec les enfants, les adultes entre eux, les parents, les professionnels. Et tout ça va créer ce lien et va créer toute cette sécurité, disons, de base qui va faire que l'enfant va se construire, va prendre confiance en lui et va pouvoir se développer et va pouvoir aller vers l'extérieur et, rencontrer l'autre en toute tranquillité. C'est pour ça qu'il faut arrêter de considérer que la crèche, ça a un coût. La crèche, c'est un investissement. Parce non, mais le bénéfice tel derrière, de façon... L'argent que vous mettez dans les crèches, c'est autant d'argent que vous n'aurez pas à dépenser plus tard dans des accompagnements de situations qui seront peut-être compliquées. Alors, le travail en crèche, il consiste effectivement à apporter à l'enfant de la confiance en lui, de l'échange, de la rencontre avec l'autre, et l'altérité. Et effectivement, ça crée après du vivre ensemble, ça crée de l'empathie, ça crée du respect, ça crée ça participe aux fondations de son avenir, de son... Voilà. Et ça va faire ensuite que plus tard, quand l'enfant va grandir à l'école ou autre, ce vivre ensemble, il l'aura déjà travaillé, et toute l'altérité, toute l'interculturalité, tout ce qui va faire la diversité, va faire la richesse. Et à partir de là, on aura gagné. Ok. On termine ce chapitre plus orienté parents. J'aimerais bien avoir ton point de vue. On a beaucoup parlé de Bordeaux. Si on dézoome un petit peu, si on se met au niveau de la métropole, est-ce que quand on parle, tu vois, de Pessac, de Talence, du Bouscat, de Bruges, de Gradignan, de Florac, de Senon, est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de disparités en termes de politique des villes, ou en gros, est-ce qu'il vaut mieux être parent et avoir un enfant gardé justement à Bruges qu'à Mérignac ou qu'à Bègles, ou pas, où c'est relativement homogène? Non, alors je ne suis pas le mieux placé pour... non, puis en plus, on ne va pas faire de jugement sur telle ou telle situation commune. Là, je pense que l'accueil du jeune enfant, c'est la priorité de toutes les communes. En tout cas, ça devrait l'être. Et à partir de là, chaque commune va se saisir des opportunités qu'elle va avoir. Alors, on a parlé tout à l'heure des contrats enfance, où il y a quand même, de la part de la Caisse d'allocation familiale, une vraie aide financière. Ça reste quand même la priorité de la CAF que de développer les modes d'accueil. Et pour une commune qui veut se saisir de cette opportunité, elle trouvera toujours la CAF pour l'accompagner.
Bon, après, il y a aussi des réalités économiques pour les communes, c'est-à-dire que toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens. Ou ne font pas forcément les mêmes choix d'orientation. Vous avez des communes, notamment rurales, où vous avez un éparpillement des logements et des foyers. Donc, souvent, l'assistante maternelle va être la bonne réponse parce qu'elle sera au plus près d'un lotissement, d'un quartier ou d'un logement. Bon, après, forcément, une assistante maternelle, une MAM, une microcrèche, ça ne coûte pas à la municipalité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de financement directement des mairies. Mais ça peut permettre de l'initiative locale aussi. Bon. Donc, il y a une... il y a une disparité qui existe quand même. Il y a une disparité, et après, peut-être aussi, faudra-t-il... Enfin, aujourd'hui, la compétence, elle redescend sur les communes. Bon, il y a... C'est la tendance ? Alors, c'est pas la tendance, c'est l'orientation politique. En fait, jusqu'à les grandes lois de décentralisation des années 82-83 n'ont pas identifié la petite enfance. Ça a commencé à l'école. On a dit, voilà, les maternelles et les primaires, c'est de la compétence des mairies. Les collèges, c'est de la compétence des départements. Les lycées, c'est de la compétence des régions. Mais la petite enfance, c'était la compétence de personne. C'était la compétence de la commune ou pas qui voulait s'en saisir. Bon. Là, dans le cadre du projet du président Macron, c'est de créer ce qu'on appelle le service public de la petite enfance, le SPPE. Donc ce service public de la petite enfance, il consisterait à donner aux communes cette compétence-là, laquelle commune s'en saisirait ou pas. Mais pour qu'elle s'en saisisse, il faudra que derrière, les financements descendent. Il faut qu'il y ait un budget. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire une commune, même si elle a envie de faire, il faut qu'elle ait les moyens de faire. Et les moyens de faire, ça va être sur ses fonds, sur ses budgets propres, mais aussi sur les accompagnements ou sur les descentes de financement qui pourront venir, ici de la Caisse d'allocation familiale ou ici de l'État, s'il y a une compétence. Quand on entend aujourd'hui qu'il y a un projet de création de 200 000 places de crèches sur le territoire national, on est loin du compte. Alors, comme on a vu, il y a des communes qui sont plus avancées que d'autres, ou il y a des communes qui ont réussi à couvrir plus ou moins bien leurs besoins. Mais créer une crèche, ça nécessite de trouver des locaux. On a un foncier aujourd'hui qui est quand même très cher, donc c'est compliqué aussi à trouver des locaux et à arriver à financer tout le projet, un mode d'accueil collectif. Ça nécessite aussi des moyens humains, il faut du personnel, et ça nécessite après qu'il y ait des initiatives locales qui se passent, parce que tout à l'heure on prenait comme exemple les crèches parentales, où ça a été quoi ? Ça a été des parents qui se sont pris en charge, qui ont dit, comme je trouve pas ma solution, je vais me la créer. Ce qui serait souhaitable, c'est que on retrouve cette initiative locale. C'est-à-dire que les parents, au lieu d'être toujours à demander un mode d'accueil ou à rechercher, ce qui est légitime, parce que tout le monde travaille ou a besoin immédiatement. Créer une crèche, on l'a vu, ça prend 2 ans, 3 ans. C'est un boulot. Ouais. Un boulot. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait des initiatives locales qui se développaient aussi, alors il y en a. Malheureusement, aujourd'hui, c'est surtout plus des initiatives privées. Mais quand je dis privées, c'est privées lucratives. Aujourd'hui, 80% des places qui se créent en France sont des places créées par le secteur privé lucratif. 80% 80% des places. Ok. Donc c'est énorme. Et ça veut dire que on regarde, il faut qu'on revienne. Passer, c'est 80% sur du privé, c'est lucratif. C'est pas une bonne nouvelle. En termes de création, non, mais parce que derrière, il faut que soit les communes se saisissent de créer elles-mêmes leur propre structure,
Donc on voit bien que c'est compliqué. En plus, dans un mode de marché public, c'est toujours long. C'est long, c'est complexe. Mais l'initiative associative, me semble-t-il, est la voie d'avenir. C'est-à-dire que si dans les associations, des parents se réunissent, montent un projet local de création de mode d'accueil, ça va être pertinent, 2, ça va être rapide, en tout cas réactif, et 3, ça évitera effectivement d'avoir toujours à réengager, disons, de l'initiative publique. Et que donc, l'initiative, j'allais dire, plus citoyenne que privée, elle est aujourd'hui impérative. La barrière, ça serait de trouver aussi ses parents qui auraient du temps et ça doit. Oui, ou de s'appuyer sur les associations existantes et de pouvoir apporter à ces associations qui ont le savoir-faire, qui ont la légitimité de terrain local, des moyens pour pouvoir pérenniser leur projet. Le problème aujourd'hui, alors Pitchoun, c'est vrai qu'on est une vieille association qui a 40 ans, qui est suffisamment importante et qui a un staff administratif qui tient les choses, avec un conseil d'administration qui est important, qui se renouvelle, mais qui pulse quand même de la dynamique. Mais quand vous êtes dans des petites assos, vous avez 4, 5, 6 parents bénévoles qui portent tout le projet. Quand ces parents, au bout d'un moment, commencent à avoir leur enfant qui grandit et sont moins intéressés par la chose crèche, s'il n'y a pas un relais d'autres parents qui viennent derrière relancer la dynamique, réactiver voire développer, c'est des associations qui vont un petit peu se la pérennité. Ouais. Donc il y a tout ce réseau, tout ce maillage associatif qui existe à Bordeaux, mais qui existe sur toute la région et sur tout le territoire. Il ne demande que à continuer à exister, parce qu'aujourd'hui il est menacé par plein de choses, on pourrait y revenir, mais 2, il est tout à fait à même de se développer aussi. Mais oui, et réactivable, c'est-à-dire que il peut repulser. Il faut arriver à retrouver l'initiative citoyenne, et tous les projets associatifs procèdent de cette logique citoyenne, de se dire, bon voilà, je vais prendre en compte mon besoin, je vais le créer, je vais le construire. Après, derrière, je trouverai les aides qu'il faut, bien sûr. Sous-entendu, on pourrait créer des conditions favorables pour qu'il y ait une accélération de ce côté des associations, par exemple. Et aujourd'hui, je pense que ça soit les communes ou que ce soit les caisses d'allocation familiale, elles porteront ces projets. Elles les accompagneront, parce que c'est l'essence même de la logique de la caisse d'allocation familiale, qui est d'accompagner le parent et de faire en sorte que le parent puisse aussi être à l'initiative de ces projets, et qui soit co-acteur de son accueil. Ok. On referme ce chapitre du plus assez orienté parents et famille. On passe un petit peu de l'autre côté maintenant, du côté des pros. On l'a évoqué un petit peu en transparence là, durant cette première partie, mais aujourd'hui c'est quand même un secteur, le secteur de la petite enfance, en termes de recrutement, c'est un secteur qui est très tendu. On est en janvier 2024 aujourd'hui. Toi, c'est quoi ton point de vue justement et ton avis sur ce secteur de la petite enfance et tous les personnels qui le constituent? Oui, c'est tendu. La situation est grave, mais pas désespérée, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que on a toujours regardé la question de la petite enfance du côté de la création de places, mais on a oublié que derrière, il fallait aussi des professionnels pour s'occuper de ces enfants. Et donc, pendant longtemps, on a considéré que s'occuper d'enfants, ça nécessitait pas une grande compétence, et que finalement, on entendait des ministres nous dire qu'il fallait pas être bac+5 pour changer une couche, ou on considérait que
On prend à la légère un peu, quoi. Bah oui, et que s'occuper d'enfants, finalement, c'était pas un métier. Bon. Aujourd'hui, on voit bien, et on l'a bien vu avec les questions lors du confinement, où on s'est mis à applaudir, ici les infirmières, ici les assistantes maternelles, ici les collectivités ou les écoles, parce que effectivement, on voit bien qu'il y a une mission quand même qui est importante et qui n'est pas reconnue. Et cette notion de la reconnaissance, elle est au cœur du problème des modes d'accueil. Et au-delà de la question de la reconnaissance, je parlerai même de considération. C'est-à-dire que on n'a pas considéré que s'occuper d'enfants, qu'un professionnel de la petite enfance, c'était un professionnel ou une personne incontournable de ce fameux socle social, de ce fameux vivre ensemble. Parce que s'occuper d'enfants, c'est une responsabilité, mais c'est, encore une fois, un investissement. C'est le futur de notre société. Et on ne peut pas considérer que parce qu'un jour on a croisé un enfant dans sa vie, on est en capacité de s'en occuper. La considération, tu la matérialises comment ? Mais la considération, c'est simplement considérer que un professionnel de la petite enfance, il a un statut particulier dans la société. Il a, alors forcément, il faut de la rémunération. Aujourd'hui, un professionnel de la petite enfance, ça touche un peu plus que le SMIC. Est-ce que c'est normal au regard des responsabilités, au regard de tout ce qu'on lui demande et de tout ce portage de projet dont on a parlé, tout ce travail de lien, d'accompagnement, de coéducation. Bon, c'est une responsabilité. Mais la rémunération, il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'elle est importante. Mais aujourd'hui, les gens qui sont partis, justement pour des questions d'argent, ils reviendront pas forcément. On l'a bien vu à l'hôpital, c'est pas parce qu'on a augmenté les salaires que les infirmières qui sont parties sont revenues. Donc la rémunération, bien sûr, c'est important parce que c'est la première des étapes de cette considération. C'est très tangible, quoi. Mais c'est pas suffisant. Alors, il y a des efforts qui sont faits d'ailleurs au niveau de notre convention collective pour les associations. Il y a une revalorisation significative des salaires qui est mise en place à partir de janvier 2024, donc là c'est tout nouveau, et qui va permettre enfin de payer à peu près correctement. Alors il y a encore du travail, mais mieux, disons, on va être aux alentours de 10% de. Ouais, c'est un gros gap. C'est un gros gap par rapport à l'existant. Ouais, Ah oui, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on sait, les associations, elles font l'effort de rémunérer leur personnel, mais elles n'ont pas la garantie de pouvoir avoir le financement de ces salaires, parce que faut pas oublier que une masse salariale dans un projet d'accueil de crèche, c'est 75-80% du budget. Bon, parce que comme je disais tout à l'heure, on produit rien si ce n'est de la relation, donc il faut des gens. Bon, donc la considération, effectivement, la rémunération, la question de la reconnaissance de ce statut important dans la société qu'est un professionnel de la petite enfance, au même titre qu'autrefois on reconnaissait l'enseignant, l'instituteur ou le soignant. Ça fait partie. Cette reconnaissance concrètement, c'est comment tu la matérialises ? Eh ben, déjà, la matérialiser en faisant en sorte que ces métiers soient quand même aussi reconnus, valorisés dans les formations. Est-ce que c'est normal qu'il y ait plus de 90% de femmes dans les métiers de la petite enfance? On ne se pose pas la question de savoir pourquoi c'est majoritairement des femmes, parce que forcément, c'est pas des métiers qui vont être intéressants financièrement. Donc, il faut vraiment que cette mixité dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Nous, on est plus avec trop de femmes que pas assez. Donc, il y a vraiment à réintéresser au métier de la petite enfance. Et c'est pas les quelques spots publicitaires qui nous ont sortis qui vont vraiment donner envie de revenir. Mais donc cette question de la reconnaissance d'un statut, d'un métier par la rémunération, mais aussi donner vraiment des conditions de travail. Donc cette reconnaissance justement pour ce personnel,
Tu prends l'exemple là des formations. Il pourrait y avoir quoi d'autre, tu vois, comme élément concret de reconnaissance au-delà de t'évoquais aussi la mixité, qu'on arrive à intéresser davantage. Il y a quoi d'autre comme paramètre, tu vois, qui serait intéressant à développer, tu penses? Alors, ce que je disais, c'est que c'est quand même pas pour rien que il y ait plus de 90% des professionnels de petite enfance qui soient féminins. Et donc, qu'est-ce qui fait que ces métiers n'intéressent pas les hommes? Ça vient prioritairement par la question de la rémunération. Effectivement, c'est pas des salaires extraordinaires qui sont proposés pour ces types de métiers, et ils viennent aussi du fait que ces métiers n'ont pas suffisamment mis en avant l'intérêt pour la société, des hommes dans l'accompagnement de la petite enfance. C'est très culturel. On considère que les femmes, les enfants... Et donc, la considération, elle vient de trois faits. Elle vient du fait de la rémunération, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, on est sur des rémunérations qui sont trop faibles, qui sont juste au-dessus du SMIC. Il y a un certain nombre de revalorisations salariales qui sont mises en place. Dans le cadre de notre convention collective, il y a une revalorisation qui est engagée à partir du 1er janvier 2024 et qui va être d'un petit peu plus de 10% pour les salaires d'auxiliaires de puériculture notamment. Donc c'est pas suffisant, mais c'est un pas, et aussi, on ne sait toujours pas quand même si les associations font cet effort, on ne sait toujours pas non plus comment elles vont être financées, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est sur des rémunérations, enfin le poste de salaire dans des associations employeurs, c'est 75-80%. Bon. Donc la rémunération, c'est le premier fait. La question du statut, c'est-à-dire la reconnaissance pour les professionnels de la petite enfance, quels qu'ils soient, de l'intérêt pour la société de ces métiers, de cet investissement et de la mission dont ils vont être porteurs pour la société. On ne peut pas considérer, si on considère que finalement on n'est pas obligé d'être bac+5 pour s'occuper d'enfants, qui va vous amener à aller faire aussi des efforts en termes de formation, parce que la formation d'auxiliaire de puériculture, la formation d'éducateurs de jeunes enfants ou d'éducatrices de jeunes enfants, ça reste des formations qui sont quand même assez limitées en termes de propositions de formation, mais c'est surtout que même ces places de formation qui sont disponibles, elles ne sont pas occupées aujourd'hui. Donc pourquoi ? C'est parce que les gens ne viennent pas à ces métiers. Donc il y a vraiment un travail important à faire, et c'est pas par trois spots publicitaires à la télé, pour pouvoir réinterroger et remobiliser les professionnels. Mais même il faut leur donner... En post-Covid, il n'y a pas eu un regain d'intérêt pour ces... Mais non, mais surtout en post-Covid, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de professionnels qui ont arrêté le métier parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans ces missions. Et c'est pour ça que le troisième point qui procède de cette considération et qui est à mon avis l'essentiel, c'est de redonner des conditions de travail et des conditions d'accueil suffisamment attrayantes, mais hautement performantes. C'est-à-dire que quand vous faites une formation d'auxiliaire de puériculture ou d'éducatrice jeunes enfants, et que vous vous retrouvez ensuite en situation de travail, et que vous êtes avec un manque permanent de personnel, avec des personnels peu ou pas qualifiés, ou que vous vous retrouvez avec des taux d'encadrement qui ne vous laissent pas d'autres possibilités que de garder les enfants, vous n'allez trouver aucun intérêt à aller travailler. Tu subis tes journées, en fait, quelque part.
c'est surtout que c'est pas ce que on nous a appris. C'est-à-dire quand on fait une formation où on vous dit tout l'intérêt de votre mission, de votre travail, et que quand vous vous retrouvez en situation, vous vous retrouvez plus confronté à gérer de la pénurie ou de la carence que à vraiment faire votre travail, ben là il y a un problème. Et quand vous avez des taux d'encadrement qui sont aujourd'hui réglementaires, où on vous dit il faut un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et un adulte pour 8 enfants qui marchent, mais je mets au défi n'importe quel parent, même avec ses propres enfants, de pouvoir supporter toute la journée ces 7 ou 8 gamins, et qui en plus ont pas forcément le même âge, alors que là, bon. Donc, c'est juste pas possible. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, on est sur des taux d'encadrement qui sont plutôt de 1 pour 4. Donc, il faudrait déjà augmenter les taux d'encadrement. Il faudrait déjà faire en sorte que, alors sans être dans la prise en charge individuelle, mais que un professionnel ne se retrouve pas à devoir accueillir, encadrer 6 ou 7 enfants. Bon, donc, si on est sur des taux d'encadrement qui vont laisser un peu de respiration, on parlait tout à l'heure d'avoir le temps d'observer, d'accompagner, d'ajuster au plus près de la situation de chaque enfant, il faut que vous ayez un certain nombre de personnes qui soient là et qui soient aussi des relais pour les enfants. Vous allez avoir des enfants qui vont aller plutôt vers telle personne, d'autres plutôt vers telle autre. Donc il y a ce travail-là qui va se faire. Et surtout, qu'on puisse être dans l'interdisciplinaire. C'est-à-dire que dans les crèches, vous avez des auxiliaires de puériculture, vous avez des assistants de petite enfance, vous avez des éducatrices de enfants, vous avez des psychologues, vous avez des psychomotriciens, vous avez des puéricultrices, donc vous avez des médecins, donc vous avez tout un staff qui est là pour accompagner, soutenir, encadrer les enfants. Bon, donc si on est dans cet environnement où vous avez un personnel suffisamment qualifié et en quantité suffisante, déjà vous allez pouvoir redonner des conditions de travail plus satisfaisantes et donc vous améliorez par le fait même les conditions d'accueil de l'enfant. Donc les deux sont liés. Vous améliorez les conditions de travail, vous améliorez les conditions d'accueil. Vous améliorez les conditions d'accueil, vous améliorez les conditions de travail. Ça matche dans les deux sens. Bon. Et donc, ce travail de considération, il passe aussi par ça. Quand je dis que si on reconnaît vraiment que s'occuper d'enfants, c'est un métier, c'est une mission, c'est un investissement, à partir de là, on met les moyens en termes de qualification et on met les moyens en termes de nombre de personnel. Donc, les taux d'encadrement, c'est pas une moyenne de 1 pour 6 aujourd'hui qu'on voit dans les réglementations. On doit plutôt tendre vers les 1 pour 5 ou vers les 1 pour 4. Bon, et ça, quand on arrivera à le faire, à ce moment-là, peut-être qu'on fera revenir aussi d'autres professionnels, d'autres intérêts, peut-être aussi plus de personnes masculine, et donc parce que il y aura vraiment la possibilité de faire son travail. Et c'est ce qu'attendent les professionnels. Les professionnels, certes, ils attendent de la rémunération, ils attendent de la reconnaissance, mais ils attendent de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles, parce que ils le savent tous les jours qu'ils sont en face des enfants, et ils doivent ça à l'enfant, et d'être en relation avec des enfants et s'apercevoir qu'on ne peut pas vraiment faire le mieux qu'on peut ou tout ce qu'on voudrait faire, c'est frustrant et ça démobilise. Et donc, il y a des gens qui se disent « Non, moi, c'est plus possible, je ne me retrouve plus, je m'en vais. » Alors que c'est des gens qui sont motivés, investis et qui sont prêts à tout pour que ça se passe bien. Il faut pas... sincèrement, les professionnels de la petite enfance et les parents, ils peuvent être assurés que toutes ces personnes sont investies, engagées, motivées, mobilisées. Mais il faut pas... vous savez, il y avait... on disait il faut pas désespérer Billancourt. Mais il faut pas désespérer la petite enfance. Parce que si on désespère les professionnels de la petite enfance, on fout par terre tout le... Ouais, t'as tout qui s'écroule, quoi. Mais oui, toute la société et tout l'avenir de notre société. Donc, faut être prudent par rapport à ça. Et il faut vraiment investir. Mais... former une auxiliaire de puériculture, ça me prend 1 an. Former une éducatrice jeunes enfants, ça prend 3 ans. Donc forcément,
C'est comme quand on faisait les numerus clausus pour les médecins. C'était plus long, mais on ne va avoir l'effet de ces investissements que dans quelques années. Bon, donc pour les auxiliaires de puériculture, pour les éducatrices de jeunes enfants, il faut que ça démarre là tout de suite. Mais malheureusement, force est de constater que même si on met même si on ouvre des places de formation, on n'aura pas forcément les gens qui viendront en formation. Donc là, et quand on disait que tout à l'heure, le gouvernement voulait créer 200 000 places de crèche en France, ce qu'il faut pas oublier, c'est que 200 000 places de crèche, c'est 50 000 professionnels. Où on va les trouver ? Donc 50 000 professionnels, aujourd'hui, il en manque à peu près 10 000. Aujourd'hui, si on regarde un peu les statistiques, et encore, elles sont faites que sur à peu près la moitié, parce que c'est la CAF qui a fait une projection, qui a fait une enquête sur l'ensemble des établissements français, EAJE, collectif, avec sur la demande du comité filière. Et donc, il y a à peu près que 50% des établissements qui ont répondu, mais c'était déjà 10 000 postes qui manquaient. Donc, malheureusement, aujourd'hui, vous avez des crèches qui n'ouvrent pas leur place par manque de professionnels. Alors, on parlait tout à l'heure de la couverture, disons, en termes de places, mais on voit bien que vous avez des établissements qui, en septembre, à la rentrée dernière, n'ont pas ouvert parce que c'est pas que les places étaient pas libres, c'est qu'ils n'avaient pas les professionnels en face. Donc, la considération, c'est un statut, c'est une rémunération et c'est des conditions de travail. Ta vision, du coup, du futur à court terme sur Bordeaux et sa métropole, si toi tu dirais qu'elle est plutôt optimiste ou qu'elle est encore un peu pessimiste ? Alors sur Bordeaux, moi je reste optimiste parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a une vraie volonté et il y a un réel engagement de la municipalité envers la petite enfance et envers les associations, donc ça c'est aussi important. Et je pense que l'avenir de la petite enfance, oui, il est dans les associations. Les associations sont la troisième voie, disons, à côté du public municipal et du privé lucratif, sont la troisième voie, mais qui me paraît la plus pertinente, la plus adaptée, la plus réactive en matière et la plus citoyenne en matière de mode d'accueil. Et il faut que les parents aussi soient dans les conseils d'administration, dans les associations, investis, mobilisés, pour que effectivement ce challenge et cet enjeu de la petite enfance soit réussi au-delà de ce service public de la petite enfance dont on ne sait pas trop comment il sortira ou comment il évoluera. Mais j'allais dire, commençons déjà à chaque niveau et à notre propre niveau local à nous investir et à continuer à développer nos projets et nos services. Et il n'y a que comme ça que, me semble-t-il, on arrivera à gagner ce combat de la petite enfance. Et pour terminer autour de ces modes de garde, donc on a beaucoup parlé de l'existant. Est-ce que toi, par curiosité, est-ce que tu vois une tendance arriver, se développer dans les années qui viennent sur un nouveau mode de garde ou pas ? Ou est-ce que tu vois le truc rester en l'état ? Ah non, mais le truc, comme tu dis, n'est jamais resté en l'état. Comme je disais tout à l'heure, les projets, ils ont évolué, ils se sont adaptés aux situations, aux besoins. Donc forcément, on cherche pas à trouver la dernière innovation qui va faire que clac, ça va briller ou que bon, parce que on n'est pas dans une révolution qu'une évolution. Mais c'est une adaptation permanente. On s'adapte aux situations parce que un projet d'accueil sur Bordeaux va pas être le même projet que sur une autre, que sur une commune, une autre commune, parce qu'il y a des besoins, il y a des attentes locales. Bon, donc on est dans l'ajustement perpétuel. Et justement, les associations sont les championnes de l'adaptation. Voilà. Et donc, encore une fois, il faut absolument compter sur les associations pour être porteuses de ces projets, de ces services qui sont co-construits avec les parents. Il ne faut pas l'oublier.
on a besoin de travailler, et les professionnels et les parents, main dans la main, au service de l'enfant. Très beau mot de la fin sur tout ce volet mode de garde, mode d'accueil. Surtout, on va terminer l'échange avec une dimension un peu plus perso. Cette fois, donc, on s'adresse plus à Frédéric. On voudrait que tu nous parles un petit peu de ton Bordeaux et que tu nous dises, donc je vais te proposer 3-4 mises en situation. Tu me dis tes adresses, les endroits où tu as un peu tes habitudes, tes coups de cœur. Si demain tu devais aller déjeuner en ville à midi avec un ami, un membre de ta famille, un collègue, où est-ce que tu vas? Alors, que ce soit avec des amis ou que ce soit même au niveau travail, moi je suis assez je suis assez fervent des brasseries, ou en tout cas de ces restaurants où on mange vite et bien. Et alors En particulier? Alors deux. T'as le droit. J'ai le droit, parce qu'en fait, comme l'association s'est un peu déplacée sur les différents quartiers, on a Élie aussi de endroits en fonction. Mais alors il y en a un qui est un peu historique, qui est le bistrot du Sommelier, qui est un endroit créé où il exerce toujours par Hervé Valverde, là, qui est un très bel endroit sympa, où on mange bien. Où on est bien accueilli toujours et efficace. Et puis il y a un autre endroit un peu historique aussi, qui est le Planat, ou Place de la Victoire. Alors c'est pas très original, mais en tout cas c'est un bel endroit aussi, où on est toujours très bien accueilli, on mange bien et pas cher, et avec là aussi une réactivité particulièrement exemplaire. Pour un dîner en couple, un vendredi soir, pour ouvrir ton week-end. Alors, je sais pas, il y avait... là aussi, ça change, c'est en fonction... Alors, moi, j'ai découvert, là, il y a un restaurant qui s'appelle Les Loulous, ou chez Loulou, et qui est pas loin de la place Saint-Pierre. Et qui t'a plu? Ouais, là ils sont aussi sympas, et où on mange de bonnes choses. Ils sont très originaux dans la façon dont ils travaillent leurs plats, donc ça c'est assez sympa. Puis après, il y a une institution qui est le Bouchon Bordelais, qui est bien aussi, mais là aussi il faut réserver. Ouais. Mais c'est très bien. Mais bon, plein. Une adresse coup de cœur particulière sur Bordeaux, ou pas, que ce soit un parc, une boutique, un musée, un lieu dans lequel tu aimes te rendre assez régulièrement? Mais alors, moi, bon, j'ai été parent, puisque ça a été l'origine de la création de Pitchoun, mais je suis grand-parent maintenant aussi, donc. Mais moi, je reste assez traditionnel dans mes sorties, notamment avec les enfants. J'aime bien les parcs, donc. J'aime bien le jardin public, j'aime bien le parc bordelais. Dans le parc bordelais, on a l'impression toujours que c'est dans un autre temps. Il y a encore le carrousel, il y a les animaux, on fait du vélo, on se balade. C'est un peu hors du temps, et finalement pour les gamins, c'est un coin nature, et où ils s'éclatent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher là aussi plus de... d'aller plus loin. Non, d'aller plus loin, donc ça arrête. Bon, alors après, forcément, il y a plein d'autres choses, mais j'aime bien ces endroits un peu où on peut s'aérer à côté de chez soi. Tu as des amis qui viennent te voir pour le week-end, connaissent pas Bordeaux. Où est-ce que tu les amènes? Tu as les 2-3 lieux emblématiques ou qui doivent avoir vu avant de reprendre le train pour repartir chez eux. Bah alors, alors j'avoue que Bordeaux aujourd'hui est très fréquenté par les touristes, et donc il y a énormément de groupes qu'on voit un peu circuler comme ça dans Bordeaux. Mais quand même de traverser le vieux Bordeaux depuis Saint-Pierre, le quartier Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Michel, à descendre comme ça jusqu'au Capu, bien sûr.
reste quand même la balade À faire. initiatique, ouais. Ça Tibère, c'est une vraie immersion. Bah oui, parce que voilà, on traverse l'histoire et on arrive au ventre de Bordeaux avec les Capuis. Mais bon, le Darwin est aussi très très intéressant à la fois dans l'initiative portée et puis dans ce lieu et dans l'évolution de ce lieu. Donc ça reste quand même aussi des endroits sympas, les bords de Garonne, chez Alric. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut aussi aller se perdre et se distraire. Tu dois maintenant partir en week-end à 2h, 2h30 max de Bordeaux. Tu charges la voiture et tu pars où cette fois? Oh, ben alors là aussi, je disais, j'étais assez traditionnel dans mes sorties bordelaises, donc je vais continuer. Non, moi je suis toujours fan du bassin, donc ça reste quand même un endroit... Un endroit particulier sur le bassin, justement? Alors je suis pas très ferré-capien, moi. Je serais plutôt arcachonnais, mais bon, là aussi... Mais ça fait rien. Là. Moi, je suis plutôt même les côtes océanes que vraiment le bassin proprement dit. Donc, c'est vrai que... Après ce côté océan, justement, t'as quoi? T'as une station un peu coup de cœur dans laquelle tu vas souvent? Non, pas spécialement. Non. Moi, je vais changer. Je vais aller sur des endroits comme ça un peu vivifiants. Mais après, en descendant sur la côte landaise jusqu'au Pays Basque, il y a de très beaux endroits. Il y a de quoi faire. Tu m'as limité à 200 km, donc je vais rester là. Mais ça dépend de la vitesse à laquelle. Mais Saint-Émilion, c'est très sympa aussi pour d'autres raisons, mais ça reste je préfère le Saint-Émilionnais que le Médoc. Mais voilà, parce que je trouve que c'est plus... C'est un charme plus correspond. C'est plus ouvert, c'est plus chaleureux, Et enfin, si tu dois remettre ta casquette je me permets de grand-père, maintenant, et qu'on te met au défi que d'occuper ton petit garçon, ta petite fille, tout un samedi pluvieux, comment tu t'en sors? T'as pas le droit de rester à la maison toute la journée. Je sais pas, mais même s'il pleut, on met les impairs, on met les capuches et on y va et on se balade. Alors si, je parlais tout à l'heure du jardin public, je trouve que le muséum d'histoire naturelle, il y a des endroits assez étonnants et puis ils ont fait un petit coin pour les petits là, pour les enfants, assez ludique et qui est assez sympa. Bon après il y a Cap Science aussi où ils font des choses aussi des choses sympas. Ouais. Mais après, moi je suis un grand amateur de la foire de Bordeaux. Alors moi, dès qu'il y a la foire, j'embarque mes petits-enfants et on fait les tours de manège. Ça me ruine, mais c'est... Ça va être malheureux. Non, mais j'ai toujours aimé ça. Eh ben super. Frédéric, merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, pour cet échange, ça nous a permis de décrypter un petit peu le Bordeaux vu du point de vue du secteur de la petite enfance, et j'espère qu'on aura réussi à donner des clés justement tant à des parents qui se posent des questions que des côtés pro où on pourrait se poser la question de la reconversion et de l'intérêt pour ces métiers. Merci beaucoup. Merci. Et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt, bonne chance.